One, two, one, two, one, two, one, two. 1, 2. Okay, up and down.
Fait que ça, c'est le micro. Hi, if I can get everyone to please take their seats, please. Si tout le monde peut prendre vos sièges. On va commencer dans 2 secondes. We're about to get started, so if everyone can please take their seats. On y va. Je suis un peu loin, je suis courte. Oui, je me disais la même chose. Bonjour. Good. It's a great pleasure to welcome you here, honorable ministers and feminist activists and all the representatives of civil societies who have mobilized in order to participate at the 62nd Commission on the Status of Women at the United Nations. It's an honor to be with you here today.
My name is Anne Delorme. I coordinate the ACOSI, the Quebec Association of International Cooperation Organizations. It's an organization that has 60 members and that promotes a feminist vision of international solidarity. Many of our members are present here today. It's Carrefour International and SUCO. I'm also representative for the Americas in the Francophone Network for Gender Equality, which is part of the International Organization for the Francophonie. It has to do with the empowerment of rural women and girls, and we propose a feminist approach. What does this feminist approach consist of? Basically, it means making sure that women are at the heart of development and at the decisions concerning their communities and their countries. We need to value their skills and their expertise and their contributions to the peace processes, to their resilience to climate change, to food security, and to good governance. But above all, a feminist approach is a question of rights, the rights of rural workers, women rural workers, particularly in agriculture, their right to make collective decisions, and also so that they can have access and control of land and the means of production and financial resources. It's the right of women to live without violence, because no empowerment is possible as long as domestic and workplace violence continues. Reproductive and sexual rights of women, and particularly young women, et à l'économie de leur pays. Cependant, l'autonomisation des femmes n'est pas la seule voie pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous ne pouvons pas avancer sans la transformation des relations des pouvoirs, la transformation de nos sociétés. C'est un travail essentiel et de très longue haleine et qui nous concerne toutes et tous. Les organisations de femmes et les mouvements féministes sont au cœur de cette transformation. Malgré le fait que ces organisations de défense des droits des femmes sont sous-financées et très peu appuyées, particulièrement en milieu rural, elles se mobilisent sans relâche pour promouvoir les droits des femmes afin de renforcer l'engagement et la volonté politique de leur gouvernement, et ce, à tous les niveaux. Les gouvernements ont un rôle important à jouer dans l'établissement de lois et de politiques au niveau national, mais également dans la mise en œuvre de leurs engagements internationaux. En mariant politique et ressources financières, les gouvernements peuvent réduire les obstacles structurels auxquels font face les femmes pour réaliser leur plein potentiel économique, politique et social. Nous avons la chance d'avoir d'importants alliés, dont le Canada, qui s'est doté en 2017 d'une nouvelle politique féministe d'aide internationale. Le Canada accordera également 150 millions de dollars pour répondre aux besoins des organisations de défense des droits des femmes. Nous sommes très fiers de présenter ce panel aujourd'hui avec le Canada. J'aimerais maintenant inviter l'honorable Mariam Mondzi, ministre de la Condition féminine du Canada, de prendre parole. Salam alaikum. Ani, it's a privilege to be in. C'est un insigne honneur pour moi d'être ici dans cette salle entourée de femmes si incroyables, venues de mon pays, mais aussi venues de plusieurs communautés du monde, pour parler d'un groupe de femmes dans nos communautés qui ne se retrouvent pas dans une seule catégorie. Je suis ministre de la femme du Canada, c'est un privilège. Alors, qui sont les Canadiennes ici? Il y en a beaucoup. Alors, toutes les Canadiennes sont venues à la séance des Canadiens. Alors, j'espère qu'on va bénéficier de cette occasion pour apprendre de nos alliés, des Canadiens,
pour partager les meilleures pratiques avec les autres. C'est un privilège d'être canadienne et j'espère que vous autres, vous sentez la même chose. Mais en tant que ministre, je porte un autre chapeau. Je suis membre du Parlement du Peterborough-Kawartha dans la province de l'Ontario, un milieu rural et urbain, et aussi une réserve d'une Première Nation dans ses frontières. Donc, c'est un bourg avec une population d'environ 80 000 personnes. Alors, environ 10 minutes de la ville, il y a des bourgs qui ont d'autres réalités. Et puis, encore plus loin, il y a une Première Nation qui n'a toujours pas accès à de l'eau propre. Mais nous allons changer cela. Alors, je vous dis cela parce que chacune des femmes présentes ici travaille pour défendre un groupe qui représente une femme sur 5 au Canada. Alors, ce groupe d'experts ici fait du plaidoyer pour sensibiliser le public concernant les questions qui concernent les communautés rurales au Canada. Alors, les sièges ou les centres de pouvoir dans le Parlement représentent surtout les zones urbaines. Alors, les sièges qui représentent des zones rurales représentent environ 20% des places au Parlement. Donc, nous devons vraiment lever les voix et être créatifs dans nos solutions que nous vous présentons. Et nous devons être tenaces et hardis et reconnaître que lorsque nous travaillons ensemble, nous aurons de meilleures chances d'avoir de bons résultats à partager. Alors, je voudrais parler de la diversité et de la ruralité ici, parce que nous savons que lorsqu'on vit dans certaines zones du Canada et même ailleurs dans le monde, on a besoin de différentes solutions pour différentes populations. Le Canada a une optique intersectionnelle, transversale vis-à-vis de l'égalité entre les sexes, et c'est la politique du Premier ministre Trudeau, et cela demande beaucoup de rigueur et un contrôle continu. Alors, cette s'applique à toute décision selon les demandes du Premier ministre, et les différents ministres doivent donc tenir compte de cette optique de l'égalité des sexes lorsqu'on prend des décisions. Donc, ce n'est pas seulement binaire non plus, mais les besoins des personnes qui vivent dans les zones rurales et les zones urbaines, aussi pour les jeunes et les personnes du troisième âge, et les personnes autochtones et non autochtones, et les personnes qui ne parlent pas les langues officielles de notre beau pays. Alors, le principe de l'égalité des sexes plus inclusif dans nos efforts, mais nous savons également pour les femmes et les filles autochtones qui vivent dans les zones reculées et lointaines du Canada, les opportunités et les défis sont vécus d'une manière différente. Alors, avant ce rassemblement, j'ai réuni des femmes et des filles rurales de ma communauté pour m'informer, moi qui habite dans la partie urbaine, pour savoir ce qu'elles voudraient que je dise de leur part quand j'allais être aux États-Unis. Alors, ce que j'ai entendu pendant cette conversation, c'était toute une liste de défis. Par exemple, elles ont besoin à la bande large d'Internet. Il y a un manque de protection de la confidentialité dans l'accès des services de lutte contre la violence sexiste, parce que tout le monde se connaît à la campagne. Et si on va à un abri pour les femmes battues, tout le monde vous y entrez. Alors, la femme de l'agriculteur, vous savez, le travail que l'agriculteur fait, elle est agricultrice, mais la partie la plus importante que j'ai apprise, des défis qu'il faut relever, il faut reconnaître que les femmes et les filles autochtones et non autochtones et dans les zones rurales et reculées du Canada ont formé le Canada et ont construit ce beau pays prospère qui n'est pas encore tout à fait égal, mais elles ont construit ce pays et c'est une partie importante de notre identité. Et si nous allons nous concentrer sur les défis, il faut que nous connaissions les défis, la force, le courage et la résilience
résilience de ces femmes. Cela m'a rappelé la chef Elsie Nott, la première femme autochtone élue chef d'un conseil des Premières Nations et venue de la communauté des Premières Nations de ma circonscription. Donc, il faut vraiment comprendre les besoins des femmes dans les zones rurales et lointaines et reculées. Il faut comprendre leurs forces et leurs contributions. Alors, je sais que les femmes dans ce groupe d'experts vont faire part de leur sagesse et de leur expérience. Nous avons tous été formés par un mouvement puissant de féministes internationaux et maintenant le Premier ministre du Canada, le président de la France et le directeur général des Nations Unies se déclarent fièrement des féministes. Et les femmes ici dans cette salle, nous avons été précédées par d'autres femmes et nous sommes à un moment vraiment important. Nous pouvons accélérer le rythme du progrès, mais seulement si nous écoutons ces autres femmes, des femmes loin. Alors si vous êtes une femme d'une zone rurale ou lointaine, pouvez-vous vous lever? Alors, je dirais peut-être moins de 20%. J'espère que lorsque vous allez parler avec quelqu'un qui représente une telle communauté, que vous allez passer 3 à 4 fois plus de temps avec cette personne qu'avec quelqu'un que vous connaissez peut-être mieux. Alors, j'espère que nous allons avoir une bonne conversation. À vous. Maintenant, inviter l'honorable Hélène David, ministre de la Condition féminine du Québec, à prendre parole. Merci. Alors, beaucoup, je vais parler dans la langue officielle du Québec, qui est le français, et vous aurez la traduction simultanée. Chère Marianne, merci beaucoup. Merci de m'inviter à participer. Anne aussi, à ce merveilleux panel qui va parler de choses très, très à dire, la solidarité avec d'autres pays. Quand on vient d'un pays aussi privilégié que le Canada ou la province de Québec, privilégié, mais quand même en vulnérabilité pour grand nombre de femmes. Nous avons eu l'occasion d'assister hier. We had the opportunity yesterday to be at a panel, and some of you must have been there. That was where the chair of the International Federation for... Qui a fait une belle introduction et suivi d'interventions tout à fait choc de plusieurs femmes exceptionnelles. Et je référerai à celle entre autres du Mali, mais pas seulement. Et je voulais simplement répéter un peu ce que j'ai dit hier, que nous nous sentions bien humbles au Québec par rapport aux immenses enjeux internationaux pour les femmes. On parle de ruralité, on parle d'autonomisation, on parle de violence, on en parle beaucoup dans les pays de l'hémisphère nord, on pourrait dire, mais qu'en est-il d'autres pays aussi où on a un absolu devoir de soutien, de solidarité, de collaboration? Et je pense que ce panel va nous permettre de discuter tous ces enjeux. Vous savez, au Québec, on a beaucoup de programmes. On a eu évidemment des avancées depuis 40 ans, 50 ans. À commencer par le droit des votes, c'était déjà un bon début en 1942, mais quand même, ça n'existait pas avant. Et puis après ça, on a mis beaucoup de programmes sociaux destinés aux femmes en place, donc avec, par exemple, les programmes d'équité salariale. Malheureusement, ce ne sont pas tous les pays qui ont ces programmes d'équité salariale. Ce ne sont pas tous les pays qui ont des programmes de congés parentaux aussi généreux que nous pouvons avoir au Québec. Ce ne sont pas tous les pays qui peuvent avoir accès à des soins médicaux prénataux, postnataux. Ce ne sont pas tous les pays qui ont accès à l'éducation comme nous avons accès à l'éducation au Québec.
Ce ne sont pas tous les pays qui ont l'équité salariale et des maisons d'hébergement, par exemple, pour les femmes. Ce ne sont pas tous les pays qui ont des centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Nous sommes dans une partie privilégiée, je le répète, mais nous avons aussi à l'intérieur de notre société, de notre communauté, la responsabilité d'aider les femmes vulnérables. Et il y en a beaucoup. Et Mariam faisait référence aussi aux femmes des Premières Nations qui sont de plus en plus en zone urbaine et qui ont un soutien et d'accompagnement. Nous avons aussi les femmes issues de l'immigration, nous avons les réfugiés, nous avons les femmes de l'intersectionnalité, si on veut, qui ont différents besoins. Et nous savons que les centres d'aide aux victimes d'actes d'agression sexuelle et l'hébergement sont en besoin énorme d'accompagnement, refusent des femmes, refusent le refuge parce qu'ils n'ont plus de place. Alors nous devons prendre nos responsabilités à l'intérieur de notre communauté, de notre société, mais ça ne doit pas faire l'économie de notre solidarité internationale ou de l'aide que nous devons apporter à nos sœurs et à nos frères de tous les pays qui sont en très, très grande vulnérabilité. Alors, je nous souhaite vraiment d'avoir une vraie discussion, une vraie présentation de femmes de cœur qui travaillent à l'international pour aider les autres femmes, pendant que, j'oserais dire bien humblement, nous essayons chacune dans nos communautés de faire la différence. Et Dieu, qu'un rendez-vous comme celui-ci est un rendez-vous extrêmement important, peut-être plus important que jamais en ces temps si troublés, si anxiogènes, en ces et je pense qu'on doit faire de ce moment important une nouvelle pierre pour construire l'avenir des femmes plus solidaires, moins vulnérables, plus riches de toute cette solidarité, plus riches de tous ces programmes que nous voulons implanter partout dans le monde. Alors, on se souhaite un très bon, et puis merci d'être ici pour nous écouter. Merci beaucoup. Merci, Madame David. Donc, on va se lancer dans le contenu de notre panel. Plusieurs thèmes liés à une approche féministe pour l'atteinte de l'égalité des hommes sera abordé. Nous allons parler des changements climatiques, de l'autonomisation économique des femmes rurales, de la défense et la promotion des droits des femmes et des violences. Pour commencer, j'inviterai Madame Linda Gagnon, directrice de SUCO. À tous et à toutes. Je vais parler lentement pour faciliter la traduction. Alors, il me revient de casser la glace pour commencer le panel. Mais comme je parlerai de changement climatique, je devrais plutôt dire de me lancer à l'eau, puisqu'on risque de nous retrouver les pieds dans l'eau dans plusieurs régions du globe, malheureusement. D'abord, je représente ici une organisation de coopération canadienne, SUCO. Nous travaillons principalement en région rurale et en agroécologie, donc les changements climatiques sont au cœur de nos actions. Ce qui nous tient particulièrement à cœur est la situation des femmes et des filles rurales
que l'autonomisation économique des femmes, pour être efficace, ne peut qu'exister lorsqu'elles exercent leur droit de contrôler et de bénéficier des ressources, des actifs, de leur temps aussi, de comment elles utilisent leur temps, et lorsqu'elles sont en mesure de gérer les risques et améliorer leur statut économique et leur propre bien-être. Mais pour que cette autonomisation économique des femmes soit significative, elles doivent également jouir de l'autonomie et de la confiance en elles nécessaires pour apporter des changements dans leur propre vie. Cela inclut notamment la possibilité et le pouvoir d'initier et d'influencer les prises de décision et de bénéficier des mêmes droits que les hommes, et en particulier de ne subir aucune violence. Pour atteindre une justice économique entre les hommes et les femmes, on va l'atteindre par un système économique inclusif, respectant les droits des femmes, à parler de violence, de droits de divers niveaux. Et on travaille aussi à changer les causes structurelles, les lois, les pratiques, les politiques qui gardent les femmes dans la pauvreté, qui les empêchent de se développer elles-mêmes. Donc, malgré le fort potentiel de création d'emplois et d'opportunités du secteur agricole en milieu rural pour les femmes, là où elles travaillent en majorité, les études montrent que les femmes rurales font face à des défis spécifiques en matière de leur propre autonomisation économique. Certains de mes collègues en ont parlé de quelques-unes. Donc, un accès exclusivement limité aux ressources agricoles productives comme la terre, l'eau, la formation et l'information sont essentiels. Seulement 10 à 20 des propriétés de terre dans les pays du Sud sont des femmes. Donc, déjà là, si on appuie une femme pour développer des productions, de vendre, mais si la terre lui est enlevée aussitôt qu'elle perd son mari lié au droit d'héritage, on n'est pas avancé. Un accès difficile au financement agricole, c'est déjà difficile pour les agriculteurs en général, mais encore plus pour les femmes. Elles obtiennent moins de prêts et elles sont plus petites. Il est estimé que les femmes bénéficient que de 7 % des investissements agricoles totaux dans le secteur forestier, de la pêche et de l'agriculture. 7 %. C'est vraiment petit. Elles ont un fardeau domestique très lourd, on le sait tous, hein, il y a beaucoup de femmes ici le savent, qui empêche les femmes de consacrer le temps nécessaire à construire des activités économiques viables. Sinon, elles font un double et triple tâche, comme disait Linda tantôt. Des limitations importantes à leur mobilité. On n'en a pas parlé beaucoup, mais qui représentent un obstacle majeur dans certains pays, dans certaines communautés, pour leur accès au marché, leur capacité à soutenir la violence faite aux femmes et aux filles, ce qui est un peu le sujet de ma présentation, le lien entre notre travail au niveau du renforcement économique, mais qui ne tient peut-être pas compte de la violence assez dans les pratiques. Et un accès limité aussi aux ressources et aux services d'information pour les survivantes de violences. Plusieurs l'ont mentionné tantôt, l'isolement, le fait d'être dans une petite communauté où tout se sait, l'absence même de services existants. Donc, je vais parler brièvement, puis c'est un hasard que je me suis trouvée à côté de Dr. Soukaina, du venait ensemble au Moyen-Orient pendant 4 ans, qui s'appelait le Regional Economic Empowerment of Women Project. Donc, c'est sur la problématique justement d'une approche intégrée pour la femme rurale en développement économique qu'on a travaillé avec nos 4 partenaires dans 4 pays de la région. Il y avait la Tunisie, la Jordanie, les territoires occupés en Palestine et le Liban. Voilà. Donc, le projet était basé sur le concept d'avoir 4 partenaires à 4 expertises complémentaires pour mener une action conjointe. Donc, on avait un partenaire ici qui était spécialisé dans la recherche. On a commencé à faire de la recherche avec les femmes rurales pour parler des obstacles pour elles. Qu'est-ce qui leur bloquait de démarrer des entreprises, d'accéder au marché, Forte de cette recherche, on a travaillé avec un deuxième partenaire qui offrait de l'appui pour des services financiers spécifiquement et la formation pour ceux-ci. Aussi des services non financiers, donc sur les droits, les lois, dont les lois d'héritage, les lois qui touchent la propriété des terres et aussi la question des violences. En particulier, c'est sorti énormément chez les femmes avec qui on a fait la recherche, la question de la violence et la difficulté de mouvement. La liberté de mouvement étaient 2 facteurs qui sortaient très forts. Et finalement, un partenaire fort en campagne de plaidoyer et qui, suite à ce qui sortait de la recherche, ont mené des campagnes de plaidoyer pour justement changer les lois d'héritage, le fonctionnement des prêts pour les femmes,
développer des services contre la violence. Donc, le projet, à la fin, l'évaluation qui en est sortie, c'était que ça prenait une approche intégrée de cette façon-là pour appuyer les femmes pour pouvoir développer leur pouvoir économique. Entre-temps, Oxfam fait une recherche actuellement avec ses partenaires sur l'impact des activités d'empowerment économique sur la prévalence de la violence domestique. Bon, on me dit que j'ai 1 minute. Bon. Tu vas toujours lire. Elle me dit que je ne dois pas suivre, mais je dois suivre. Non, il faut suivre. Ce qui ressort c'est de la recherche qu'on a menée jusqu'à présent, la revue de littérature, discussion avec les femmes, c'est que les normes sociales par rapport au pouvoir économique, qui devait avoir le pouvoir économique, peuvent être une source de renforcement ou de prévalence des violences domestiques accrues. Donc, certaines femmes, en particulier, on a fait une bonne recherche dans les territoires occupés en Palestine où l'accès aux emplois pour les hommes est extrêmement difficile. Donc, les projets qui renforcent le pouvoir économique des femmes, dans certains cas, la femme devient celle qui a le pouvoir économique du foyer pour subvenir aux besoins de famille, peut amener aussi les hommes à vouloir renforcer certaines pratiques locales ou croyances locales par la violence. Et donc, c'est un secteur où on veut faire plus de recherche pour que nos activités qu'on mène en développement économique n'aient pas un impact négatif sur les femmes à d'autres niveaux. Et je vais finir avec quelques recommandations qui sortent de cette recherche-là actuellement. Si je trouve ma page, je m'excuse. Donc, le premier, c'est de réaliser de manière systématique des analyses de genre et de relations de pouvoir, évaluer la vulnérabilité à la violence domestique avec tous les participants au projet, les participants avec qui on travaille, dans une perspective intersectionnelle et identifiant les normes sociales profondes qui sous-tendent les inégalités observées. Agir de manière transversale sur les normes, les rôles et les croyances culturelles et sociales relatives au genre, en intégrant des composantes de promotion d'attitudes et de normes égalitaires, tout en reconnaissant la puissance des représentations sociales associées aux hommes et aux femmes. Encourager l'implication des hommes, en particulier pour augmenter l'acceptabilité culturelle et sociale des activités économiques des femmes. Diminuer l'acceptabilité sociale des violences domestiques comme moyen de renforcer des normes sociales traditionnelles et prévenir la crise de masculinité qu'on voit dans certains contextes. Il en reste 2. Renforcer la capacité des équipes de programme et des partenaires locaux des stratégies de prévention et de gestion des cas de violence domestique, et notamment les compétences de dépistage et de référence des cas aux services identifiés. Et soutenir des actions d'influence des organisations de défense des droits des femmes pour l'élaboration des lois discriminatoires, l'adoption et l'application de lois contre les violences faites aux femmes et aux filles, et l'établissement de services de soutien nécessaires pour les survivantes de violences faites aux femmes, surtout en zone rurale. Donc, je vais me laisser là, parce qu'on me dit que j'ai fini mon temps. Donc, je laisse ça là. Merci, Denise. On a une présidente. Il me fait maintenant plaisir de présenter Patricia Isabella Essel, qui est chargée de programme à WILDAF. C'est un partenaire de Carrefour International, un autre membre de la COSI. So, thank you very much for this opportunity. Merci beaucoup de m'occasion et je voudrais saluer toutes les femmes dans le monde et les femmes rurales en particulier. Nous vous accordons nos salutations et merci infiniment. Je voudrais simplement faire une présentation très courte sur un modèle qu'on a utilisé avec un de nos partenaires au Canada qui s'appelle Crossroads International Access pour que les femmes rurales aient accès au système international au Ghana, les femmes rurales. Et donc pour éliminer l'égalité et aussi les droits des femmes et pour que les filles obtiennent vraiment tout ce dont elles ont besoin et aussi pour le sens en 2017 et donc et maintenant ça fait plus de 10 ans qu'on modère cela et donc c'est pour promouvoir l'égalité entre les genres et aussi faire le plaidoyer pour les droits des femmes et aussi accroître la participation des femmes dans la prise de décision et
et que bien d'entre elles puissent utiliser le droit. Et aussi dans le domaine du programme de coopération volontaire qui a été fondé par le gouvernement canadien. Cette intervention particulière a joué un rôle très important dans la femme, dans la vie des femmes, parce que quand on obtient quand on a tout ce qui concerne la perspective, la connaissance, etc., on prend cette perspective du Canada et aussi pendant plus d'un an pour s'assurer qu'on peut alors mettre cela devant les femmes. Au Ghana, on a deux programmes principaux. C'est l'accès à la justice et l'autonomisation des femmes, des filles, pardon, et donc au Ghana. Et donc, en ce qui concerne le contexte de notre travail, vous pouvez voir d'après cela, là où on a toutes ces images de couleurs, qu'on a un arbre qui est presque en train de mourir, et donc il a ses racines en place, mais malheureusement, il n'y a pas de feuilles là-dessus sur ses branches. Et ça, c'est le contexte dans lequel on travaille. Au Ghana, on a des lois très progressives et on a beaucoup de protocoles internationaux, régionaux et nationaux, mais il y a encore toutes sortes de choses qu'on ne peut pas faire. Donc, quand on en vient aux questions par rapport aux femmes, par exemple, l'ignorance des lois, par exemple, bien des femmes ne savent pas où aller et par rapport à leur compréhension, où sont les mesures de protection. Et donc, ça, c'est vraiment un très haut incident sur la violence domestique contre les femmes. Notre histoire, elle n'est pas vraiment différente de l'image mondiale. La différence qu'on a eue en 2016, c'est que 27% des femmes, c'est plus proche des femmes mondiales qui connaissent des problèmes physiques ou d'abus. Et ça, c'est pareil pour le Ghana. Et on a aussi le système de la patriarchie qui est dans la plupart des pays. Et aussi la question de la pauvreté et de l'alphabétisme. Et puis aussi des femmes qui n'ont pas l'alphabétisme, et aussi l'inaccessibilité au renforcement légal et par les lois. Et il y a aussi la question des prévisionnels cruels qui touchent les femmes rurales, en plus des questions du maintien de la loi et de la loi. Elles vont vers le poste de police, elles vont au poste de police, on leur dit « Oh, le service n'est pas disponible, alors c'est pas vraiment pour soutenir de telles femmes. » Et donc, en ce qui concerne le programme d'accès à la justice, il y a 3 dimensions là-dessus. On a d'abord des espaces sécurisés, et on essaie de créer cela pour qu'elles aillent à l'école, et de créer ces espaces de manière à ce que les filles puissent vraiment se sentir bien par rapport à elles-mêmes. Et donc aussi de faire construire la réaction de la communauté par rapport à la violence contre les femmes. Il y a toutes sortes de volontaires, ce qu'on appelle les assistants juridiques, donc qui peuvent aider les gens dans leur communauté pour leur donner des renseignements, et leur fournissent des bons renseignements sur la manière de s'adresser à cette question. Et aussi, on travaille aussi sur les réformes. Par exemple, le passage de l'acte contre la violence domestique, et aussi un programme qui s'appelle Cold War Put. Et donc, on essaye vraiment en 2007 on essayait à cette période-là de faire comment on pouvait utiliser ces lois le mieux possible. Et donc, actuellement, on observe 6 tribunaux différents et régions dans le Ghana. Et alors, au bout d'un certain moment, on pourra voir quelles sont les lois sur lesquelles on revient et qu'on peut signer et qu'on peut mettre en pratique dans le monde. Encore une fois, un des modèles sur lequel on travaille,
c'est que de travailler et d'engager les leaders traditionnels et religieux, parce qu'ils jouent un rôle très important en ce qui concerne l'accès à la justice et aussi l'intervention pour les femmes et les filles, parce qu'ils sont très importants dans leur communauté. Et donc, à partir de cela, on peut dire que avec nous et ces autres personnes, on a 53 000 membres des communautés et ça ne s'est pas terminé. Et aussi, avec les acteurs des États, on a travaillé avec les tribunaux, la police, les institutions de l'État et ceux qui sont responsables de la violence contre les femmes et la violence basée sur le genre. On va regarder un petit peu sur les résultats de notre intervention. Actuellement, on a 255 volontaires qui sont juridiques ou parajuridiques. Et donc, il y a plus de 500 femmes qui ont réclamé leurs droits parce qu'il y en avait qui ne savaient pas qu'elles pouvaient posséder leur propre terrain. Et donc qu'elles n'avaient pas besoin de passer par le nom de leur époux. Elles sont passées au-delà des choses normales qui se passent. Et donc, on avait des femmes qui sont venues et qui ont fait des procédures judiciaires pour s'assurer que établies. Et donc, je dois dire qu'une des choses qui nous a aidés, ce sont ces outils-là. On simplifie les outils de manière à ce que ce soit facile à lire pour n'importe qui peut lire les choses de base A, B, C, D. Et donc, et avec l'autonomisation des filles, on a travaillé sur les filles entre l'âge de 10 ans et 16 ans. Et bon, maintenant, je vais bientôt terminer. On a aussi les filles peuvent maintenant parler par eux-mêmes. On a des filles qui ont parlé dans leurs écoles sur des radios et ont créé des espaces créatifs pour elles-mêmes. Et aussi, on implique les garçons. Et donc, lui pour elle, alors, comme on dit. Et donc, ce sont nos garçons qui sont pour cela. Et donc, on a des garçons dans les écoles qui font le plaidoyer pour les filles. Et ça, c'est un modèle merveilleux. Parce que, par exemple, quand on voit cela, on identifie une innovation. Et quand on regarde les différentes innovations qu'on a identifiées, on voit les synergies des différentes perspectives par rapport aux innovations. Et après, on en assesse donc cela. Et donc après, on essaye de dupliquer cela. Par exemple, on a essayé de faire ça. Par exemple, les filles dans les clubs et le Parlement. Et ça s'est passé au Togo, en Tanzanie et aussi au Swaziland. Et aussi la manière dont ça a marché. Et on essaye de faire ça dans nos régions. Et je voudrais simplement l'appréciation de ce qu'a fait le Canada pour leur soutien qu'il nous a fourni à travers les systèmes internationaux et aussi l'engagement de nos volontaires. Parce que sinon, on n'aurait pas toujours pu progresser sinon sur ce qui nous manque. Et puis aussi les bons bailleurs de fonds dont nous avons reçu pour des raisons de philanthropie. Et donc, c'est vraiment ça nous vraiment renforce les muscles, c'est avec ces filles. Et donc, si vous voulez vous joindre à moi et dire merci au gouvernement canadien et au Crossroads. Merci. Merci aussi à vous. J'espérais qu'on puisse faire une période de questions, mais comme toujours, on a dépassé le temps. Donc, je vais vous faire une courte conclusion pour essayer de ramasser un peu ce qui a été dit par le panel. Moi, ce que je retiens, c'est que la lutte pour les droits des femmes avance très bien. Il y a des femmes militantes, des organisations qui font des choses incroyables. Mais tout comme la vaisselle, c'est toujours... Mais j'aimerais qu'on retienne 5 grandes recommandations.
Premièrement, l'importance de favoriser des partenariats à long terme afin de permettre l'accompagnement et le renforcement des capacités des organisations de femmes locales. On l'a vu avec Carrefour et WILDAF, mais toutes les organisations favorisent des partenariats à très long terme et donc de s'éloigner de ces financements qui sont basés sur des projets. Les OCI canadiennes jouent également un rôle pour briser l'isolement ressenti par les défenseurs des droits des femmes et pour créer des liens de solidarité entre les organisations du Nord et du Sud, et du Sud et du Sud, pour créer des réseaux. 2, de cesser de travailler en silo. Il faut réaliser de manière systémique des analyses genre évaluant la vulnérabilité à la violence domestique de toutes les participantes au projet d'autonomisation économique, selon une perspective intersectionnelle, afin d'identifier et bâtir des liens avec les services de prise en charge des victimes de violences. 3, on le dit souvent celui-ci, 3, d'interpeller les gouvernements de respecter leurs engagements pour que les femmes rurales soient non seulement consultées, mais qu'elles participent aux instances décisionnelles, particulièrement au niveau de développement de stratégies d'adaptation au changement climatique. 4, de reconnaître que les femmes ne sont pas seulement une main-d'œuvre non qualifiée à exploiter pour le développement des investissements pour sortir du micro, pour favoriser le développement de petites et moyennes entreprises dirigées par les femmes. Car c'est ces petites et moyennes entreprises dirigées par les femmes qui vont créer le plus grand nombre d'emplois pour les femmes. De favoriser plus de dialogue, de créer des espaces de discussion et de réflexion entre le gouvernement et la société civile. Quelles stratégies pouvons-nous développer ensemble pour surmonter les résistances à l'égalité entre les femmes et les hommes? Comment pouvons-nous promouvoir les droits des femmes avec des programmes et des ressources au sein des gouvernements et appliquer la budgétisation sensible au genre? Et finalement, comme nous le faisons aujourd'hui, il faut valoriser le travail important fait par les mouvements et les organisations de femmes. J'aimerais donc, Madame la ministre Moncef qui a dû quitter il y a quelques moments, Madame la ministre David, l'équipe de Conditions féminines Canada pour leur appui, mes chers panélistes, Soukina Baraoui de Kautar, Linda Gagnon de Suco, Denise Burns d'Oxfam Québec et Patricia Essel de WILDAF en partenariat avec et mes consoeurs du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. Mesdames, Messieurs, ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous serons féministes tant qu'il le faudra. Merci beaucoup.